Bonjour à toutes et à tous, on est encore une fois dans le salon ici, on est au Québec, je vous le rappelle quand même, Canada, 6 heures de moins que la France, et pourtant on n'hésite pas à n'importe quelle heure de la journée à se retrouver avec Marc-Éric Vincent que je ne vous présente plus. Bonjour Marc-Éric. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, tu es venu avec Théo encore aujourd'hui, nous allons parler de perroquet, nous allons essayer de répondre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a Jackson derrière nous. Viens ici, petit bébé, viens, je sais pas, viens, oh oui. Voilà, là, sur l'épaule, tu restes sur l'épaule. D'accord? Reste sur l'épaule. Merci. Donc on a reçu des demandes de nos différents abonnés, et aujourd'hui on va en parler. Il y a eu des réactions sur une super vidéo qui a déjà 5000 vues sur Facebook. Une vidéo où moi j'ai trouvé formidable, cette complicité qu'on voit entre toi et Coco est splendide. Mais pour revenir à ce qui s'est passé, parce qu'il y a des gens qui réagissent, il ne faut surtout pas toucher au bec de l'oiseau, il ne faut surtout pas aller faire quoi que ce soit là-dessus. Moi, ce que j'ai besoin de savoir d'abord, c'est quoi l'histoire au départ? Qu'est-ce qu'il a, Coco, pour que tu aies été obligé d'aller le torturer comme ça? Parce qu'on voit bien qu'il souffre. On voit bien qu'il souffre. On voit qu'il souffre, oui. C'est que ce qu'il faut mettre en contexte dès le début, c'est qu'au début, quand tout a commencé, Benjamin m'a vendu un oiseau endommagé. Non, oui, c'est une farce. C'est ce qu'on appelle un oiseau d'occasion. Exactement. Mais je l'ai payé plein prix, par exemple. Oui, mais ça, c'est normal, ça fait un moment donné. Je ne sais pas si vous connaissez Bon Flic, Bad Cop ou... Bon Cop, Bad Cop. Bon Cop, Bad Cop, hein, voilà. Vous avez les Bon Cop, Bad Cop du monde aviaire québécois, avec un bon maudit français comme moi, hein, et puis un québécois. Bon, écoutez, on fait extra, bien. Ouais. Et donc, il s'est fait rouler dans la farine. Je lui ai offert, c'était pas un bec crochu, c'était un bec croche, comme on dit ici. Non, allez, on revient au sérieux. En fait, ce qui arrive, c'est que Coco a un petit défaut congénital. Son bec, au lieu d'avoir cette forme-là, tu sais, qui remonte vers le bec supérieur, le sien, il est dans cet angle-là. Ok, c'est l'angle qui n'est pas assez incurvé. Exactement. Fait que quand son bec supérieur vient en contact avec, il ne peut pas appliquer autant de force pour détruire sa nourriture. Ok. Ça arrive 2-3 fois peut-être dans les 5 dernières années que son bec, à cause qu'il était trop long, il a carrément fendu, il a comme ouvert en deux. Ok. Il semblerait que c'est un problème qui est pas mal répandu chez le Hans, qu'on appelle le haras noble en France. Exact. Le noble ou le nobilis. Nobilis, oui. Les deux noms sont utilisés en France. Oui, c'est un problème d'ADN, carrément. C'est parce que le bec, en fait, est trop fin. Okay. Il est trop fin, fait qu'il a tendance à fissurer facilement. Fait que s'il y a il n'y a moindrement pas le bon angle, il peut faire des V à l'intérieur. Ou tu es content, il peut faire des V. Ouais, tu pètes. Puis à ce moment-là, il va avoir de la misère à se nourrir, puis c'est encore plus dangereux pour les fissures sur son bec. Fait que un des moyens qu'on a trouvé pour réparer les fissures rapidement, mon vétérinaire et moi, c'est dans le fond, c'est d'aller raccourcir le bec à chaque semaine quand il est fissuré. Pour empêcher l'oiseau de forcer et d'agrandir la fissure, ce qui m'a permis en fait de sauver son bec à jusqu'à date 2 ou 3 fois. Parfait. Mais je le fais pas à chaque semaine. On le fait quand il en a besoin, quand il devient trop long. Parce que quelquefois, il va réussir à s'occuper lui-même de son bec, à le casser en le travaillant à partir des jouets ou de la nourriture qu'il va ingurgiter. Le bec, c'est vraiment c'est un élément essentiel du perroquet. Hein. Vous le savez, c'est vraiment le système central nerveux de votre animal. C'est pour ça qu'il utilise aussi comme radiateur, hein, quand il dort le soir, qu'il veut se réchauffer le corps entier, et bien il tourne sa tête à 180 degrés pour mettre son bec dans ses plumes. C'est pour réchauffer tout son corps. L'été, lorsqu'il fait très chaud, il va mettre son bec dans l'eau fraîche pour rafraîchir tout son corps. Et puis, bien sûr, c'est toutes les sensations. Des sensations qui vont aller de sensations érogènes à des sensations tout simplement de frissons, sentir le vent, sentir le soleil, sentir l'eau, sentir tout ce qu'on peut
imaginer de sensations viennent du bec. Et là, du coup, on a des gens qui disent il ne faut surtout pas faire ce qu'on a fait à ton coco. C'est du n'importe quoi, on ne touche pas au bec d'un perroquet, voyons donc. À ceux-là, je dis tout simplement. Est-ce que je dois répéter ce que tu m'as dit, non? Non, automatiquement, j'ai trouvé une nouvelle version moins censurée. Oui. Moins censurable. Moins censurable surtout. Non, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec le fait qu'on ne doit pas toucher le bec du perroquet ou qu'on ne doit pas limer le bec du perroquet, je suis d'accord sur le fait qu'un perroquet comme Jackson, par exemple, vous voyez son bec, là, en plus elle a le bec ouvert, c'est parfait, elle a tout à fait le bon angle, la pointe du bec supérieur est pas trop longue, automatiquement, c'est un bec qui n'a aucun défaut, fait que ça, il ne faut pas limer ça. Surtout que la kératine, je te laisse expliquer. C'est quoi la kératine? Non, vas-y. Bon, la kératine, c'est la partie encore vivante du bec. C'est la partie que le perroquet, justement, ressent les choses quand on y touche. Pareil comme quand nos mains effleurent notre peau. Ben, notre peau, c'est l'équivalent de la kératine sur le bec, mais la kératine, dans le fond, c'est la même chose que des ongles, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. C'est comme les ongles. Fait que la kératine... Ça pousse continuellement, ouais. Tout le long de la vie du perroquet. Et même quelquefois, il peut y avoir une excroissance de la kératine qui fait que ça aille sur les côtés, ouais. Ça déborde un petit peu. Et souvent, les gens s'inquiètent en disant « Oh, mon perroquet, il a un problème, son bec est mal foutu. » Jackson est un très bel exemple parce que son bec est très bien dessiné, mais certains perroquets, à cause d'une alimentation quelquefois trop grasse ou trop riche pour certaines protéines, glucides ou lipides. Non, elle mange trop de beurre. Trop de beurre, par exemple. Et donc, vous voyez bien qu'elle n'en mange pas trop, elle est juste correcte. Vont avoir justement des excès, tout comme on va avoir des excès de sébum, des excès de quoi que ce soit par rapport à notre nourriture. Et une chose que j'aimerais profiter pour vous le montrer avec Jackson, lorsque la pointe du bec commence à s'allonger, qu'elle devient de plus en plus pointue et qu'elle s'allonge même de quelques centimètres, d'accord, et qu'elle dépasse cette limite-là, quand elle a le bec fermé, vous devez vous inquiéter. Ça veut dire que votre perroquet a un problème de foie. Oui. Fait que, tandis que dans le cas de Coco, c'est le bec inférieur, si tu veux montrer. Quand on parle du bec inférieur, on parle de là. Et Coco, lui, c'est qu'il peut rallonger de 4-5 mm la palette en avant de son bec. Puis là-dessus, il n'y a pas de kératine. Autrement dit, c'est la partie morte du bec. C'est la partie sur laquelle on travaille. Puis, et il faut savoir une chose, lorsqu'on parle du système nerveux, la sensibilité du bec, c'est toute la partie supérieure, c'est tout ce qui est à l'extérieur. À l'intérieur, il n'y a pas autant de nervosité. C'est juste pour avoir la sensation de ce qu'elle mange, de pouvoir casser ses graines. Donc ça envoie un signal pour donner la forme de la graine en question ou de ce qu'elle a dans la bouche, la consistance, la composante. Mais ça n'a pas rapport avec tout le reste du système nerveux. Ouais. Donc oui, on peut aller jouer à l'intérieur avec une triple. C'est ça qu'on veut expliquer. Très belle. Ouais. C'est pour ça qu'il a fallu raccourcir celui de Coco, parce que celui de Coco avait fendu au centre. Ouais. La partie gauche avait cassé, ce qui l'avait ramené à la bonne longueur, mais la partie droite ne voulait pas casser. Fait que c'est la partie droite du bec, dans le fond inférieur, qu'on a drillé pour la rendre au même niveau que l'autre partie. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui disent qu'il ne faut surtout pas toucher le bec des perroquets parce que ça peut avoir des troubles sexuels? On a l'impression que les perroquets sont des obsédés sexuels quand on entend certaines personnes. Ben, en fait, ils n'ont pas tort. C'est des obsédés sexuels, sauf que c'est pas obsédé sexuel à tout prix. Là. Okay. On est capable de leur toucher puis d'avoir certains comportements qui vont plus équivaloir pour le perroquet à de l'affection. OK. Donc, le perroquet, et puis moi je suis pour caresser le bec d'un perroquet, je suis pour faire des bisous sur le bec d'un perroquet, le faire vibrer même avec des bisous, c'est quelque chose qu'ils adorent. Oui, effectivement, ça peut éveiller certaines attentes sexuelles, ça peut éveiller, selon la période aussi où on se trouve, si on se trouve dans une période où justement ils sont plus ou moins ouverts à ça au niveau hormonal, okay? Mais sur une bonne partie de leur vie, c'est une très très belle façon de leur montrer votre affection. L'oiseau, je suis désolé, mais Jackson, si je veux lui faire des bisous sur le bec, il va monter, oh là là, comme ça.
souvent elle va avoir la réaction de mettre la tête en arrière et de vivre quelque chose. On sent qu'il y a de la tendresse, on sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a plein de choses. Là, en ce moment, tu es en train de caresser Théo, on le voit dans le coin là. Pareil, certaines personnes disent que ça, il ne faut surtout pas le faire. Il ne veut pas rester sur mon épaule. Ouais, mais c'est parfait, on voit une partie de ce que tu lui fais. Okay. Et puis, voilà, il y a des gens qui disent qu'il ne faut surtout pas faire ça. Alors, il y a effectivement, chez certaines espèces de perroquets, des zones qu'il faut éviter. Ouais. Et le cacatoès est un très bon exemple ici présent. Oui, le cacatoès, lui, c'est principalement la queue qu'il faut éviter. Puis, moi, je le flatte partout, je le flatte en dessous des ailes. Beaucoup de monde disent « Ah, en dessous des ailes, c'est érogène. » Mais oui, c'est érogène partout, là. C'est érogène partout, ça, on ne peut pas l'enlever, sauf qu'il y a des niveaux d'érogène pour chaque perroquet. Mais, puis, ce que j'ai envie d'expliquer, Marc-Éric, aux gens, c'est que, encore une fois, et ça on va encore s'adresser aux extrémistes, à partir du moment où on décide de prendre un perroquet, de le faire vivre dans une zone et dans un environnement qui n'est pas du tout à l'environnement naturel, d'accord? Un perroquet comme Théo, ça vit en Australie, okay? On est au Canada. En Indonésie. Ça n'a rien à voir. Indonésie, celui-ci, ouais, excuse-moi. C'est lequel qui vit en Australie? Le huppe jaune. Le huppe jaune, excusez-moi. Celui-ci, c'est l'Indonésie. Okay. Mais que ce soit Indonésie ou Australie, on s'entend bien là qu'on n'est pas du tout au Canada. Okay? On n'est pas enfermé dans une maison, on vit en colonie, on se déplace en colonie par centaines d'un point à un autre. Ce perroquet-là, on a décidé de l'élever, de le faire naître dans un autre environnement, dans un autre pays, donc il ne sait pas ce que c'est qu'une colonie. Et comme vous le voyez à l'image, enfin on le voit un petit peu moins, il est un petit peu bas là, voilà, vous voyez bien que cet oiseau, ça n'empêche qu'il a besoin d'avoir une affection, surtout le cacatoès est reconnu pour ça. Pourquoi on devrait s'interdire? En disant, oui mais c'est parce que ça va éveiller, et alors? Est-ce qu'on ne peut pas donner de l'affection à son oiseau? C'est sûr que si, quand vous vous amusez avec à certains endroits, certaines zones, ben, peut-être que, voilà. Okay? Mais alors ça y est, on n'aura pas le droit de toucher la queue d'un perroquet parce qu'on risque d'éveiller. Mais qu'est-ce que vous voulez leur offrir comme vie, les extrémistes, à vos perroquets? Des vies plates? Où on bouffe de la bouffe plate? On mange de la bouffe plate? On fait des choses plates? Pas d'éveil, pas de jeu, rien du tout? Écoutez, arrêtez ça. Les perroquets ont besoin de stimuli, de toucher, de se faire toucher. C'est ce qu'ils font dans leur colonie. Ils ne restent pas tous dans leur coin sans qu'il arrive absolument rien. Puis en passant, excuse-moi de faire une petite virgule là-dessus, en passant, ni Théo, ni Jackson, ni Coco et ni Gringo ont vu leur pays d'origine. Exactement. Fait que ceux qui viennent nous dire « Ah, ils doivent vivre dans leur pays, pas ailleurs », oui, peut-être que leurs grands-parents ont été pris dans différents pays, mais dans le cas du Québec, là, je dis pas, je sais qu'en France, on peut avoir des gris d'Afrique pris braconnage. En braconnage, et je vous déconseille, autant pour le cacatoès et le gris d'Afrique, qui est deux des oiseaux les plus braconnés, n'achetez jamais d'oiseaux braconnés. Mais non, on est contre le braconnage, on est contre le fait de faire de la maltraitance des animaux, on est contre tout ce qui peut faire du mal aux oiseaux, mais il est clair que ces oiseaux-là, s'ils n'étaient pas nés ici, ils ne seraient pas nés, ils n'existeraient pas. Exact. D'accord? Donc, on leur donne, nous, l'affection telle qu'on peut le faire au maximum. Et non, effectivement, ils ne sont pas dans une forêt, non, effectivement, ils ne sont pas avec une colonie, et non, oui, mais ça ne peut pas leur manquer puisqu'ils ne l'ont jamais vécu. On les a pas retirés d'une famille d'oiseaux, on ne les a pas retirés d'une colonie, on ne les a pas pris à 3-4 ans et les enlevés d'un monde, et puis, parce que sinon, de toute façon, ils seraient tellement stressés qu'ils ne pourraient pas vivre. Et j'ai pu répondre à quelqu'un qui nous a quasiment insulté, tous les gens de la chaîne, en disant qu'on était des gens méprisants et qu'on n'aimait pas les oiseaux, qu'on leur empêchait justement de vivre dans leur milieu naturel. Non, c'est pas vrai. Et j'ai donné l'exemple humain. Hein, si vous enlevez quelqu'un de l'Amazonie, qui a grandi dans l'Amazonie, vous l'emmenez vivre en plein milieu de Montréal, dans des tours, etc., c'est certain qu'il va être perdu. Il va pas pouvoir retrouver
ses habitudes, il ne va pas pouvoir se nourrir parce que pour lui, déjà, il n'aura rien sur lui pour payer, il ne comprend pas ce que c'est que de payer avec une carte de crédit, il va être perdu. Tout comme moi, si demain vous me mettez en plein milieu de l'Amazonie, ça risque d'être difficile. D'accord? Parce que moi, si je vois un anaconda, je ne sais pas quoi faire avec ça. Okay? Alors que lui, il aurait su. Donc, quel que soit l'individu, à partir du moment où on le prend de son milieu naturel pour le mettre dans un autre milieu, oui, là, c'est dangereux. Mais maintenant, demain, je vais en Amazonie en voyage et bing, je tombe sur un petit garçon d'Amazonie qui vient juste de naître, qui sort de son ventre, la maman vient de décéder. Qu'est-ce que je fais? Je le prends avec moi, je l'adopte. Et je l'amène vivre au Québec. Ben, dans 18 ans, ce gars-là, vous le ramenez en Amazonie, il meurt. Eh oui, il serait perdu autant que moi aujourd'hui. Donc essayez un peu de comprendre ça, ouvrez-vous un peu plus l'esprit, s'il vous plaît, avant de nous insulter et de nous dire qu'on n'aime pas les animaux, parce qu'on est là en train de dire que Jackson va super bien, que Jackson est heureuse, que Jackson elle s'amuse avec moi, que Jackson fait du vélo, etc. S'il vous plaît, merci. En fait, on fait tout. On essaye de changer certaines philosophies. On fait tout pour que l'oiseau soit plus heureux. On ne peut pas dire qu'on déteste les animaux. Mais non. Un petit peu. Alors, donc, on va parler d'un deuxième sujet. Celui-ci nous a été envoyé par la hyène rieuse. Ok? Et en fait, je vais vous lire un petit peu l'histoire. Elle me dit qu'en ce moment, elle se fait souvent engueuler sur le fait que son gris n'ait pas de compagnon. D'accord? Ne vivent pas en couple. Et ces personnes lui disent que c'est vital pour l'oiseau et qu'il ne sera jamais équilibré. Et pire, qu'il se désociabilisera totalement. Alors, avant de continuer, Marc-Éric, j'aimerais quand même dire à la hyène rieuse que son histoire, là, elle nous le dit à un moment donné, que cet oiseau vit dans une animalerie de son lycée, la plupart du temps, ou chez elle de temps en temps pendant les vacances, mais comme elle vit encore avec ses parents, elle ne veut pas amener un autre oiseau. Déjà que c'est compliqué d'amener ce gris pendant les vacances. Ça fait 7 mois qu'elle l'a, entre guillemets, parce que je considère malheureusement pour toi, la hyène rieuse, qu'il ne t'appartient pas cet oiseau puisqu'il vit en animalerie la plupart du temps. Tu considères que c'est ton oiseau, lui est-ce qu'il considère que tu es 100 mètres? Je n'en suis pas sûr. Donc, je voulais, avant de continuer à la hyène rieuse, c'est super de nous avoir adressé ce courriel, c'est super de te poser toutes ces questions, ça va servir certainement à d'autres personnes qui sont propriétaires de gris d'Afrique, mais j'ai envie de te dire que malheureusement, pour le moment, on ne peut pas accepter le fait de dire que ce gris d'Afrique est le tien, pour l'instant. Et si tu nous parles de lui comme étant un oiseau très très jaloux, il n'est pas du tout sociable avec les autres oiseaux, malgré les efforts qu'il fait avec certains perroquets de tes amis. Il veut tout le temps t'avoir près de toi, il est très possessif. Malgré tout ça, c'est pas ton oiseau. Il vit dans une animalerie, ce qui veut dire qu'il y a d'autres animaux. Ça veut dire qu'il voit d'autres oiseaux. Ça veut dire qu'il voit aussi des oiseaux se faire tailler les ailes, se faire couper les ongles, les griffes, etc. Autant de choses qui font qu'un oiseau qui vit en animalerie ne peut pas avoir un comportement normal vis-à-vis des gens, des humains, et vis-à-vis des autres oiseaux. Donc, pour le cas de cet oiseau-là, on va attendre que tu te places chez toi, que tu t'installes et que tu l'amènes vivre avec toi pour pouvoir juger de son comportement par rapport aux autres oiseaux. Mais par contre, on va pouvoir répondre à toutes tes questions concernant le fait de prendre ou non un autre gris d'Afrique d'un autre sexe pour pouvoir en faire un couple. D'après ce que les gens te disent, ils t'engueulent pour ça. Alors, est-ce que Marc-Éric, hein, tu as Gringo, qui est un gris d'Afrique femelle, et tu vas pouvoir aider un petit peu notre abonné. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un couple? Certaines personnes pensent que oui, d'autres pensent que non. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, parce qu'à partir du moment que l'oiseau est en couple avec un autre oiseau, surtout dans le cas des gris, ils deviennent très, très exclusifs. Puis si vous pensez que c'était votre oiseau avant, attendez qu'il soit en couple et vous allez voir que vous n'en avez plus d'oiseau. Lui, il va être exclusif à sa femelle ou à son mâle, parce que je ne me souviens pas d'avoir lu si c'était un mâle ou une femelle nulle part. Donc, obligatoire d'avoir un couple. Moi, chez nous, j'ai 2 mâles et une femelle.
3 races différentes. L'important, à mes yeux, c'est de la manière qu'on s'en occupe. Toi, tu as une femelle. C'est vraiment l'important, c'est la manière qu'on s'en occupe. Oui, la reproduction est importante pour les perroquets, mais c'est comme les Amazones. S'ils vivent à un endroit où il n'y a pas d'hommes, ils vont savoir qu'un homme leur manque. Même si leur instinct va leur dire qu'il faut reproduire, il faut se reproduire, mais ils ne sauront pas parce que il va savoir qu'il leur manque de quoi, sauf que ils ne seront jamais certains de ce qui leur manque. Mais une fois, moi j'ai pensé longtemps, tu t'en souviens, j'ai pensé longtemps à acheter une femelle à Coco. Sauf que là, j'avoue, c'était un peu moi, là. J'ai pas voulu perdre la relation que j'avais avec Coco, donc j'ai pas acheté de femelle pour Coco. Mais, encore une fois, c'est un choix. C'est un choix. Coco, il est pas malheureux avec toi. Coco, parce que tu lui as donné beaucoup de temps, beaucoup d'affection, et ben ça se passerait très bien. Ouais. Dire qu'il faut absolument, ça va le rendre associable, ça va le rendre agressif, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Surtout qu'à la base, en plus, un gris, c'est xénophobe. Exactement. Le gris a du mal avec tous les autres oiseaux. Ouais. Okay. Et à partir du moment où vous devenez son humain, et ben, malheureusement, il risque d'être dur avec les autres humains, il risque d'être dur aussi avec les autres oiseaux, parce qu'il va considérer que ce sont des étrangers, et il n'aime pas les étrangers. Alors, la chose est que, à partir du moment où vous maîtrisez bien votre oiseau, on l'a vu avec Gringo, Théo et Coco, ça fonctionne pas mal quand même. Oui, mais surtout Gringo, là, je voyais que la dame, bien que c'est un perroquet qui a 2 ans, donc encore bébé. Mm-hmm. C'est un perroquet qu'elle a à temps partiel depuis 7 mois, que la hyène rieuse a depuis 7 mois. Mm-hmm. Premièrement, même s'il était adulte et que vous l'auriez à la maison depuis 7 mois, c'est tôt. C'est trop C'est tôt. beaucoup trop tôt pour déterminer un pattern négatif à l'intérieur de son comportement. Par contre, moi, si je prends comme exemple, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit par contre, si je prends comme exemple, moi, avec Gringo, que je l'avais 24 heures sur 24, j'étais en vacances quand je l'avais adopté, fait que les 2 premières semaines, je l'ai passé avec elle. Quand je l'ai adoptée, tu t'en souviens, on ne pouvait pas y toucher, on ne pouvait pas la caresser sur la tête, ni les ailes, ni rien, on ne pouvait pas lui toucher. C'était elle qui décidait, puis elle n'aimait pas personne. Ça a pris grosso modo environ 1 an avant vraiment que je puisse vraiment bien la manipuler, lui toucher, puis quand ça fait 1 an que je l'avais, elle était rendue à 2 ans, mais elle passait tout son temps libre, elle passait avec moi. Fait qu'à partir du moment que vous avez un perroquet que vous voyez à temps partiel, elle ne doit même pas savoir que c'est votre perroquet. Elle ne sait pas lire, elle n'a pas vu les papiers, elle ne comprend pas le langage humain. Bien que vous l'aimez, c'est clair dans votre tête que c'est votre oiseau, mais dans sa tête, parce qu'elle ne passe pas toutes les nuits, toutes les soirées avec vous, elle ne sait pas que c'est votre oiseau. Alors, pour pouvoir avoir ce genre de relation, et pour éviter des comportements justement qui puissent être agressifs, associables, je sais que tu as une méthode qui a été bien sûr déjà pas mal utilisée par beaucoup de gens. Comment on doit éduquer son perroquet dans la relation avec son maître? Il y a une attitude du maître qu'il faut avoir, il faut faire attention à quelque chose. Oui, ben moi, chez nous, je l'ai fait un petit peu participer à la vie courante. Là. Autrement dit, si je passe la balayeuse, il est sur mon épaule. Il faut que le perroquet ait l'impression qu'il fait partie de ta vie, mais pas automatiquement qu'il est le centre de ton univers. Tu as le droit de faire autre chose. Quand lui, ça ne tente pas, puis qu'il te le montre, tu le prends, puis tu le déposes sur son perchoir. Tu dis, bon, tu veux pas participer, pas de problème. Puis là, il vient vous revoir, puis après 2-3 fois, c'est tout le temps des répétitions. Des fois, ça prend 2-3 fois. Des fois, ça prend 75 fois. Des fois, ça prend 150 fois. La quantité de fois qu'on le fait n'est pas important. L'important, c'est la répétition avec laquelle on va le faire. Il faut toujours avoir le même geste pour le même geste d'insatisfaction. Mettons qu'on n'est pas satisfait de lui. Il faut tout de suite montrer que sa façon de faire à lui ne nous intéresse pas. Sans les punir, parce que comme je disais toujours, au niveau des punitions, c'est 1 an par année du perroquet, mais là on parle de l'année intellectuelle, donc vu que les perroquets les plus intelligents ont 5 ans d'âge mental, ça veut dire que c'est 5 minutes maximum les punitions.
Fait que quand vous la faites partir, c'est 5 minutes, puis quand elle revient, c'est correct, faut vous passer à autre chose. Il faut aussi avoir de l'espace. Faut que le perroquet va toujours vouloir se battre pour un espace de vie, pour son endroit à lui. Comme la dame, elle parlait qu'elle a ses jouets, elle a sa cage. Probablement que dans l'animalerie, le seul endroit qui lui est propre à elle, c'est la cage avec le bac. Fait que c'est normal qu'elle veuille protéger son bac, c'est normal qu'elle veuille protéger ses jouets, parce que c'est la seule chose qui lui appartient. Moi, chez nous, plusieurs ont déjà vu mes vidéos. C'est pas mes perroquets qui vivent chez moi, mais moi qui vis chez mes perroquets. J'ai 2 immenses parcs maintenant. J'en ai un dans leur chambre, j'en ai un dans la cuisine. 2 immenses parcs suspendus. J'ai un 3e parc. Puis il y a moi qui leur sert de parc une fois de temps en temps. Fait que ils ont de l'espace. Et plus le perroquet va avoir de l'espace, moins il va chercher à se battre pour garder son espace à lui. Puis plus vous êtes strict avec votre perroquet, je ne relancerai pas là-dessus, plus vous êtes strict avec votre perroquet, aussi quand je dis strict, c'est pas à chaque fois qu'il fait quelque chose, non, c'est pas ça du tout, ben non, t'inquiète-toi pas, bébé. C'est pas ça du tout, là. Quand je dis être strict, il y a des comportements acceptables, vous le voyez souvent dans les cafés avec Benjamin. Il y a des comportements acceptables, il y en a d'autres qui sont pas acceptables, puis dès qu'ils font quelque chose de pas acceptable, il faut leur faire remarquer immédiatement. Faut pas que ça traîne. Fait que c'est ça, moi je me sers surtout de l'espace que j'ai chez moi pour... Cet espace-là permet à Théo et à Gringo, qui est 2 races qui normalement s'entendent pas, sont pas folles l'une de l'autre automatiquement. Cet espace-là permet à Gringo de courir après Théo et Théo de se sauver avec joie, sans avoir besoin de se retrouver dans le coin d'un mur, puis automatiquement qu'il reste juste la bagarre pour être capable de se sortir de son sortir. Ouais. Et on a même des moments où ils sont dans la même gamelle, où ils mangent ensemble. Oui, ils mangent ensemble, ils se partagent, il y a des jouets, souvent Théo est en train de jouer avec un jouet, puis Gringo vient lui chercher dans le bec direct. C'est arrivé une fois aussi que Gringo, 2 fois que Gringo est en train que Théo est en train de manger, puis Gringo est venu lui chercher directement dans le bec la bouffe que lui est en train de manger, parce qu'elle était tellement plus intéressante que la bouffe qu'il y avait dans le bol, même si c'était exactement la même chose. Juste que le fait que Théo l'ait choisi, ça voulait dire que c'était le meilleur de tous. Donc on voit quand même une très très belle relation d'enfantillage entre eux. Marc-Éric, merci beaucoup encore une fois d'avoir passé du temps avec moi aujourd'hui et avec vous pour parler de nos plumeaux. Dernière petite chose, la hyène rieuse, ta prof est spécialiste aviaire, puis elle te l'a dit. Elle-même, elle te l'a dit qu'elle te déconseillait de prendre un partenaire pour ton perroquet. Alors tu sais ce que tu vas faire, tu vas écouter ton professeur, et puis tu vas voir qu'on est d'accord avec elle pour dire que si tu décides d'élever un gris d'Afrique, élève-le seul, tu vas devenir toi-même son inséparable, son partenaire, et il va faire n'importe quoi avec toi si tu y arrives. Par contre, encore une fois, on s'entend bien qu'il a 2 ans, ça fait 7 mois que tu le vois à l'animalerie, que tu le prends de temps en temps chez toi en vacances. C'est pas encore gagné. Ce n'est pas encore gagné. C'est pas ton oiseau, lui, il sait pas. Non, et au contraire, ça peut même être quelque chose de négatif de s'attacher comme ça à un oiseau qui est déjà qui vit en animalerie, parce que peut-être qu'il risque d'avoir une attitude, malheureusement une attitude que tu ne vas pas aimer au moment où tu vas vouloir le prendre pour l'amener chez toi. Parce que peut-être qu'un jour, il y a une personne qui va rentrer dans le parc, puis l'oiseau va le voir, puis il va tomber instantanément, dans l'animalerie, il va tomber instantanément en amour avec cette personne-là. Puis à ce moment-là, ça ne sera plus jamais ton oiseau. Donc pour mes amis d'Europe, je vous rappelle qu'il est québécois, ils disent tomber en amour, parce que tomber amoureux, ils ne savent pas ce que ça veut dire. D'accord? Non, c'est ce que ça veut dire. Ils disent tomber en amour, faites pas attention. Il ne faut pas oublier une chose, ils sont quand même 8 millions, ils pensent que c'est nous 70 millions qui avons un accent. Okay? Bon. Hey Marc-Éric, excuse-moi, j'avais complètement zappé que tu étais là. Non, parce que nous autres, on n'a pas beaucoup de mots anglais à travers notre français. C'est vrai. À part ça, ils changent leur viper, ils changent leur mag et leur tailleur, mais ça reste entre nous. Nous autres, on ne prend pas l'escalator. Il n'y a plus rien, t'as plus rien.
Ça a coupé, tabarnak. Ah ouais? Eh oui, j'ai vu que j'ai dit tabarnak. La vidéo, elle a coupé parce qu'à partir du moment où un Québécois commence à dire une connerie, mon appareil il coupe automatiquement. Allez, gros bisous. Ciao, on Bonne t'entend quand soirée. même. Bonne journée. Bye.